Oui, merci à vous tous d'être venus ou revenus, j'en suis très flattée. Je voudrais faire une remarque à propos du style de ces cours, car j'ai bien compris qu'il ne s'agit pas de conférences, mais de cours. Ici, c'est un collège, donc je fais cours. Mais ceci étant, certains ont pu s'étonner, voire récriminer, à propos du style de ce cours, qui peut être jugé philosophique, voire même trop philosophique. Bon. Alors, je suis prête à entendre toutes les plaintes, mais je dis tout de suite que c'est intentionnellement que j'agis ainsi. J'ai enseigné pendant près de 40 ans à l'intérieur de l'université, enfin de l'éducation nationale, avec des programmes et avec l'idée tout le temps qu'il faudrait faire autre chose. Et le résultat d'ailleurs est celui que vous avez pu lire dans Le Monde il y a 2 ou 3 jours. Il y a moins 40% d'étudiants en physique, moins 46 même je crois, entre 1995 et 2000. J'ai moi-même assisté à cette dégringolade des effectifs. Et ce que je fais ici, profitant du fait que ce collège ne relève pas de l'éducation nationale, qu'il n'y a pas d'examen et de contrôle de ce type après, il faut que vous preniez, et moi je le prends comme ça en tout cas, ceci comme une tentative pour essayer d'enseigner la physique autrement. Je ne dis pas qu'il faudrait ne faire que ça, mais sur un sujet comme celui-là, je crois qu'on peut enseigner la physique autrement. Et en somme, je vous prends comme cobaye. Et aussi, j'aimerais avoir vos réactions à ce type de proposition. En fait, je suis en train de construire une tentative pour faire passer la physique autrement, étant donné que la manière dont c'est enseigné maintenant, ça ne passe pas vraiment bien. Bon. En somme, je voudrais un peu l'enseigner comme une philosophie naturelle, ou en tout cas partiellement comme une philosophie naturelle, puisqu'aussi bien ça a été une philosophie naturelle jusqu'au XVIIIe siècle. Alors je vais faire aussi, avant de commencer, 3 remarques sur ce que j'ai dit la dernière fois. Je me suis arrêtée à Aristote, après avoir arbitrairement commencé au grec de l'île de Milet, passé par Parménide au 5e siècle, et puis ensuite j'ai transité vers les atomistes, et ça nous a amené vers à peu près le 5e siècle, pardon, vers moins 420 avant Jésus-Christ, et au moment où naît Platon, qui sera suivi d'Aristote. Tout ça pour fixer les générations. J'ai insisté sur le fait qu'avec Parménide, sur la base d'un argument purement logique, s'introduit la question du changement, qui lie définitivement la question de la matière à celle du mouvement, comme on peut le voir jusque maintenant. Donc, la question de la matière et du mouvement, que l'on peut élargir à la question de la matière et de l'espace, et même du vide, est une question centrale à partir justement de cet argument de Parménide qui oblige à tenir compte du changement. Ça, c'est une première remarque. Vous avez remarqué aussi que tout cela n'a rien d'exotique. Je vous ai parlé d'atomes, je vais parler d'enquêtes sur la nature, à propos des Grecs archaïques, etc. Il n'y a guère que Parménide qui puisse vous être apparu comme justement un philosophe, donc n'ayant nécessairement un peu exotique. Et de fait, tout ça est trop familier. On aurait trop tendance à penser que il y a eu une reprise de cette tradition par-dessus Platon, Aristote, puis tout le début de l'ère chrétienne, y compris le Moyen-Âge français, pour que tout d'un coup, à la Renaissance, comme par miracle avec Galilée, on retrouve cette ancienne tradition atomiste, etc., qui va donner les résultats que l'on sait, et qui sera évidemment la bonne piste. Mais je voudrais lutter contre cette vision qui consisterait à voir en somme que la physique a bien commencé, puis tout d'un coup s'est arrêtée, Dieu sait pourquoi, et a heureusement repris avec la découverte des manuscrits grecs avec la Renaissance. Donc, encore une fois, tout ce que j'ai dit la dernière fois vous a semblé familier, mais c'est trop familier. Alors aujourd'hui, 3e remarque, je vais aborder Aristote et j'irai jusqu'à Galilée inclus, Galilée Newton inclus,
Alors je change un peu mon programme par rapport à, à ce que j'ai annoncé sur Internet. J'irai jusqu'à Einstein parce que je dois le laisser à mon successeur Jean-Marc Lévy-Leblond avec tout ce qu'il faut pour parler de la mécanique quantique, mais je serai beaucoup plus rapide que ce que j'ai fait jusqu'à maintenant. Évidemment, l'idéal aurait été de pouvoir développer ça plus longtemps, mais c'est comme ça. Donc aujourd'hui je parlerai d'Aristote, qui nous paraît aujourd'hui totalement exotique, je ne vois pas d'autres mots, mais qui était en fait une manière, représentait en fait une manière tout à fait acceptable de raisonner pour l'époque, c'est-à-dire, je le rappelle, le 5e siècle avant Jésus-Christ. Si je vais faire ça, si je vais m'attarder assez longtemps sur Aristote, pour ensuite m'attarder aussi longtemps sur Galilée, c'est parce que justement, du fait que la tradition aristotélicienne avait été reprise par le pouvoir ecclésiastique, par l'Église, mais d'ailleurs il n'y a pas que l'Église chrétienne, c'est vrai aussi pas l'Église, mais enfin du monde musulman, du fait que l'aristotélisme était en somme bien établi jusqu'à 1500 à peu près, Galilée et ceux qui l'entourent, mais disons Galilée comme une figure de proue, et de toute façon ça représente quand même une coupure, Galilée a été obligé de se construire en réaction contre cet aristotélisme. Et par conséquent, il est intéressant de savoir, une première raison pour savoir ce que ça veut dire. Deuxième raison, c'est que ce que je voudrais montrer, c'est que la tradition de pensée aristotélicienne, pour exotique qu'elle nous paraisse aujourd'hui, en fait, ne cesse de travailler de façon souterraine, en dessous de ce premier niveau qui apparaît et qui semble trop apparent, d'un atomisme prolongé, développé, etc. Toutes les questions soulevées par l'aristotélicisme restent intact quand au fur et à mesure que de Newton à Boltzmann se développe la théorie de la matière jusqu'à la fin du 19e siècle, jusqu'à Einstein, et qui n'est pas du 19e siècle, mais disons jusqu'au début du 20e siècle, et de fait, l'aristotélisme sous diverses formes travaille de façon sous-jacente, je ne peux pas dire inconsciente, mais sous-jacente, d'ailleurs je ne dirais pas inconsciente parce que ça n'a rien d'inconscient, de façon sous-jacente et souterraine, cette évolution trop linéaire, présentée de façon trop linéaire habituellement. Donc, je passe à Aristote. Alors, je l'ai dit la dernière fois, l'observation et l'expérience, certes, existe, en tout cas l'observation, dans le monde antique, jusqu'aux atomistes où nous nous sommes arrêtés la dernière fois, dans l'Antiquité donc, mais les arguments issus de l'observation et éventuellement, mais très peu, de l'expérience au sens où on construit une expérience de nos jours, au sens moderne d'expérience, tous ces arguments sont dominés par les arguments de logique. La logique prime. Ce n'est pas, ça nous semble, là encore bizarre, ça ne l'est pas tant quand on pense que la logique a un rapport avec la langue, avec la manière dont on parle, et que si la physique a un rapport avec quelque chose, c'est bien avec la manière dont on parle, parce que sans langage, il n'y aurait pas de physique. Donc, ce qui nous apparaît comme une bizarrerie de l'Antiquité, en fait, c'est quelque chose que nous refusons de regarder en face. Que la logique soit importante, on l'a vu à propos même de Démocrite, puisque c'est un argument logique qui le conduit aux atomes. Les atomes sont des solutions à l'argument logique de Parménide, mais ce sont des solutions à l'intérieur de la logique qui sont assez peu fondées sur l'observation. Or, tout ceci est impensable aujourd'hui. Bon. Aristote, de ce point de vue-là, ne fait pas exception. L'observation est certainement plus présente que chez beaucoup de ceux qui l'ont précédé dans les textes et dans les raisonnements d'Aristote, mais c'est encore la logique qui prime. Son objectif, c'est le même que celui des atomistes, c'est de contrer l'argument de Parménide selon lequel il ne peut pas y avoir de changement. C'est un argument logique, j'y reviendrai tout à l'heure pour ceux qui l'auraient oublié dans son détail.
Et en fait, ce qu'il cherche à montrer, c'est que l'on peut donner un sens au changement sans pour autant en rabattre sur les exigences de la logique, alors que Parménide avait conclu que la physique était impossible, l'enquête sur la nature était impossible. Alors la grande idée d'Aristote, c'est que l'être, qui est au centre de l'argument de Parménide, ne peut pas être défini de façon univoque. Alors évidemment, s'il y a des philosophes dans la salle, je vous prie de m'excuser d'avance, je suis obligé de simplifier et de ne retenir qu'un certain nombre de choses. Une demi-heure pour Aristote, c'est pas beaucoup. Alors, l'argument est le suivant. Je considère un être, un étant comme on dirait aujourd'hui. Par exemple, un morceau de métal, et il prend le cas de l'airain. Il a des qualités qui le différencient des autres métaux, mais ça ne suffit pas à le définir. Ces qualités différentes des autres métaux déterminent ce que Aristote appelle son être en acte. Acte, A-C-T-E, ça veut dire réaliser, réel, comme actual en anglais, ou actualiser, ou actualiser quelque chose, éventuellement ça veut dire le dire réel. En tout cas, actual, qui est un des contresens faciles à faire de l'anglais au français, actual, ça veut dire réel, vrai. Comme c'est réellement. Donc, ce morceau d'airain, avec ses qualités qui le définissent par rapport aux autres et le différencient des autres métaux, eh bien, il est ainsi dans son être en acte, c'est-à-dire que cet être en acte est défini par ses qualités. Mais ça ne suffit pas à le caractériser, dit Aristote, car ce même morceau d'airain peut devenir autre chose, par exemple une statue. Autrement dit, il faut pour le caractériser ajouter tout ce qu'il pourrait devenir. C'est ce qu'il appelle son être en puissance. Donc l'être ne doit pas être défini de façon univoque, c'est l'être en acte et c'est-à-dire tel qu'on l'observe, si on peut dire les choses comme ça très rapidement, et c'est pas tout à fait juste, mais ce n'est pas donc simplement un être en acte, mais c'est aussi un être en puissance, alors avec diverses potentialités, puissance au sens de potentiel, quelque chose qui peut se développer. Donc c'est aussi un être en puissance, lequel est représenté par l'ensemble des qualités qu'il peut acquérir, par exemple devenir une statue. Alors, d'après Aristote, en tout cas c'est pour ça qu'il a introduit cet argument, la distinction entre être en acte et être en puissance doit réduire à zéro l'argument de Parménide. En effet, dit Aristote, et ça met l'occasion de répéter l'argument de Parménide, nul être, selon Parménide, dit Aristote, n'est engendré ni détruit, puisque ce qui est engendré doit l'être nécessairement, doit être engendré nécessairement ou de l'être ou du non-être, à partir de l'être ou à partir du non-être. Mais l'être ne peut être engendré puisqu'il existe déjà. Et rien ne peut être engendré du non-être qui n'est pas. Donc, on est bloqué. Bien. Donc, cet argument, c'est ça que veut contrer Aristote avec la distinction être en acte et être en puissance. Et l'existence en puissance n'est que du non-être d'ailleurs. La détermination de l'airain n'existe pas tant qu'un sculpteur ne l'a pas actualisé. La détermination future de statue de l'airain n'existe pas tant qu'elle n'a pas été actualisée, au sens justement de rendre actual en anglais. Mais le fait qu'elle soit actualisable empêche de la considérer aussi comme du non-être absolu. Donc l'existence en puissance n'est que non-être, mais ce n'est pas un non-être absolu, absolu étant ici à opposer à relatif, en ce sens que l'être en puissance est relatif à un certain être, et donc il est attaché, en somme, il doit être rapporté à un certain être. Et le fait que, donc avec l'invention de l'existence en puissance, le non-être cesse d'être absolu, et c'est évidemment un coin enfoncé dans l'argument de Parménide, et il devient donc relatif à l'être. Alors,
Ça, c'est la distinction être en puissance, être en acte. C'est déjà quelque chose qu'on a du mal à avaler. Alors, la chose qu'on a le plus de mal à avaler dans Aristote, c'est l'importance qu'il accorde à la forme. C'est difficile à avaler pour nous, précisément, je l'avais plus ou moins dit la dernière fois, parce qu'avec la physique post-galiléenne, on cesse de se préoccuper de tout un type de problèmes qui ressurgissent depuis une vingtaine d'années, qui sont liés justement à la forme, à la morphologie, etc. Cela dit, le mot forme a un sens, il ne faut pas se tromper de mot. Le mot forme, c'est en grec eidos, et il se trouve, et ça vous donnera une idée de l'effort d'imagination qu'il nous faut faire pour comprendre de quoi il s'agit. Si je vous dis que eidos, c'est que quand il s'agit de Platon, on traduit par idée. Donc vous voyez que ça n'est pas forcément la forme d'un moule ou la forme délimitée par une surface à laquelle on pense. On n'a pas de mot en français. Si je dis ce cours se faisait en anglais, je distinguerais shape et forme. Eh bien, la forme d'Aristote, c'est forme, et la forme au sens usuel du terme dans le français moderne, c'est shape. Alors, que veut dire dans ces conditions, la séparation, le fait qu'il faille considérer à la fois l'être en acte et l'être en puissance, le changement? Eh bien, le changement, ce n'est rien d'autre que le changement de l'être en puissance à l'être en acte. C'est-à-dire qu'à partir du moment où la statue et le bloc d'airain devient une statue, il change. Il était en puissance une statue, il devient en acte une statue d'airain. Mais c'était totalement en puissance avant que l'intervention, évidemment, du sculpteur qui lui imprime une forme, disons les choses comme ça. Le changement, le passage qui est donc le changement de l'être en puissance à l'être en acte, eh bien, se fait grâce à un principe de détermination, puisque c'est une statue en airain, c'est plus déterminé qu'un bloc d'airain, et à ce principe de détermination, Aristote donne le nom de forme. Alors, cette forme, elle a pour fonction, en tant que principe, d'expliquer, d'une part, ce qu'est une entité, pourquoi elle est comme elle est, la statue est comme elle est, et deuxièmement, d'expliquer la continuité dans le temps de l'être qui était en acte uniquement sous la forme de bloc d'airain et qui devient, et en puissance uniquement en tant que statue, et qui devient en acte une statue à la suite de l'imposition de la forme réalisée par le sculpteur éventuellement. Donc cette forme, il faut la considérer comme un principe organisateur plutôt que comme une forme au sens de shape justement. Mais il faut aussi ajouter qu'elle ne peut pas exister à l'état séparé. Il ne peut y avoir, elle ne peut exister que si elle s'imprime sur un substrat, sur quelque chose sur lequel elle s'imprime, un support, un sujet dirions-nous aussi. Et ce support, c'est la matière. D'où la conclusion que l'être, finalement, c'est l'union de la forme et de la matière. Alors, la matière, elle est elle aussi impossible à connaître séparément, parce que dans le monde, ce qu'il appelle les matières sensibles sont réalisées sous forme d'être en acte. Donc la matière, elle est toujours en acte et en puissance en devenir. Donc l'airain, par exemple, il est matière. En tant que c'est la condition indispensable à la réalisation de la forme, mais il est informe, c'est en tant qu'il n'a pas été formé, il est en attente d'une forme. Donc, et c'est le passage de l'acte de l'être en puissance à l'être en acte qui en fait une entité. Alors, cette entité, c'est ce que Aristote appelle ousia. O-U-S-I-A.
C'est un terme que l'on traduit souvent par substance, mais que l'on peut vouloir aussi traduire par entité. Précisément pour les raisons que j'expliquerai plus tard sur les traductions de Houssia qui ont fait que les choses sont devenues ce qu'elles sont devenues. Bon. C'est un mot qui n'est pas introduit. Donc, l'Houssia, c'est-à-dire aussi la substance, c'est la combinaison de deux principes, la matière, informe, et la forme, qui en est une détermination. Alors, le mot Houssia n'est pas inventé par Aristote, on le retrouve, il est déjà dans Échille, etc., mais il en fait un usage extrêmement important. C'est un... oui, l'Houssia est à la fois donc être en acte et être en puissance. Le mot d'ordre de ce qu'on appelle l'hylémorphisme, alors hulé à cause de hilé, H-Y-L-E, à cause de hulé qui veut dire matière, et puis morphisme, donc vous voyez matière, forme, c'est que la substance est un composé irréductible de matière et de forme. Alors, bien. Le mouvement là-dedans, qu'est-ce que c'est? Eh bien, le mouvement ou le changement, parce que chez Aristote, le mouvement est une catégorie du changement, une sous-catégorie du changement. Eh bien, le mouvement, c'est la médiation normale et naturelle entre être en puissance et être en acte. Plus exactement, oui, de être en puissance à être en acte. Donc, l'Houssia, la substance, est une combinaison irréductible de matière et de forme, et le mouvement, en tant que changement, c'est le passage de l'être en puissance à l'être en acte. Alors, ce bref résumé étant posé, je ne vais pas faire un cours sur la théorie d'Aristote. Mais ce qui m'intéresse, c'est comment tout ceci a voyagé jusqu'à nous. Et très curieusement, alors que ce qui est déterminant chez Aristote, c'est la forme. Donc, c'est le matérialisme, d'une certaine façon, en tout cas la matérialité des choses est plutôt du côté de la forme que de la matière. Et d'ailleurs, c'est aussi la forme, c'est ce qui est actif, la matière étant passive, d'où des analogies avec la division en hommes et femmes de l'espèce humaine. Donc, il n'y a pas de matière sensible sans la forme qui détermine cette matière sensible à partir d'une matière informe. Et donc, la substance, en tant que substantialité au sens où nous l'entendons maintenant, eh bien, elle est plutôt, chez Aristote, du côté de la forme que de la matière. Et ce qui va se produire d'Aristote au XVe siècle, c'est que par le biais des traductions diverses, des commentaires qui se sont développés pendant 13 siècles, non, 15 siècles, même 20 siècles, eh bien, on en est arrivé à identifier la substance à la matière, c'est-à-dire à court-circuiter la forme, qui pourtant, chez Aristote, était l'élément déterminant. Et encore une fois, chez Aristote, on a pu dire, et ça me semble tout à fait juste, que la matérialité, au sens du plancher des vaches, est plutôt du côté de la forme que de la matière. Or, précisément, la substance, qui est donc une combinaison de forme et de matière où la forme a quand même le rôle masculin, le rôle formateur, eh bien, ça devient, à travers ces siècles, par le biais des traductions et des commentaires, et aussi évidemment par l'influence de la théologie qu'il ne faut pas oublier dans tout ça, eh bien ça devient le contraire, c'est-à-dire que substance est identifiée à matière, la forme a disparu, ou encore que la matière devient la substance. En tout cas, c'est ce à quoi on arrive au moment où justement
Galilée entre en scène. Donc il y a eu élision de la forme. C'est pourquoi, par exemple, quand on dit, comme on le dit souvent, que le mouvement chez Aristote, c'est une modification de la substance, puisque c'est le passage de l'être en puissance à l'être en acte, et que immédiatement après, on établit une opposition avec Démocrite, c'est fait dans beaucoup de livres, avec le mouvement chez les donc avec Démocrite, donc la catégorie de mouvement chez les atomistes. Je vous rappelle que c'est un déplacement de quelque chose qui reste identique à lui-même. Eh bien, et qu'on dit que c'est le déplacement d'une substance, eh bien, on joue sur les mots. Car la modification d'une substance chez Aristote, c'est en prenant substance au sens de ousia, donc inséparablement forme et matière. Et quand on dit que le mouvement chez les atomistes, c'est le déplacement d'une substance, eh bien, on parle comme maintenant où substance a été réduit à matière, à ce qui ne périt pas. Donc, il y a là deux significations du mot substance et évidemment, les langues européennes modernes s'en mêlent les pieds dans ces deux significations. Alors, oui, ce que je vais tenter de montrer, donc maintenant, c'est comment la catégorie de substance en est venue à désigner la matière, comment elle a été rabattue sur la substance aristotélicienne, comment elle a été rabattue sur, je dirais pas la matière, parce que là encore, ce n'est pas la matière au sens où l'entendait Aristote, c'est la matière telle que nous l'entendons aujourd'hui, qui d'ailleurs n'est pas non plus ce que les atomistes appelaient la matière. Bon, donc tout ceci est assez complexe. Alors, le problème de ousia, donc on traduit par substance, mais encore une fois, il vaudrait mieux dire que c'est ousia, c'est entité, et que c'est ça qui est la combinaison irréductible d'une forme et d'une matière. On a traduit ousia d'abord en latin. Et ça a été traduit immédiatement par substantia, qui, c'est une banalité de le dire maintenant, n'est pas la bonne traduction d'ousia. En effet, substantia, c'est substantia, c'est-à-dire étymologiquement ce qui se tient en dessous, le substrat, dirions-nous aujourd'hui en français. Or, s'il y a quelque chose qui ressemble à un substrat chez Aristote, c'est la matière, mais c'est pas la substance, puisque la substance c'est la matière et la forme. Donc, traduire ousia par substance, c'est, encore une fois, faire passer à la trappe la forme. Et le mot substantia, qui a été introduit par Sénèque, sans aucune référence à Aristote, a été institutionnalisé comme traduction de ousia, donc en évinçant complètement la forme, et donc canonisé d'une certaine façon avec Boès, qui est un grand traducteur de textes grecs en texte latin. Alors Boès, pour situer les choses, il est né en 480 et mort en 524. Alors, pourquoi est-ce que Boès fait un tel contresens d'une certaine façon? Parce que il lisait Aristote, il le traduisait, il n'y a pas de meilleur moyen pour lire un livre ou une pensée que de la traduire, et par conséquent, pourquoi en est-il venu là? Eh bien, parce que probablement, enfin c'est ce qu'on avance en général comme explication aujourd'hui, tout tient dans la manière dont on conçoit la traduction. Pour lui, traduire, ce n'était pas traduire, c'est-à-dire de transporter d'une langue à une autre en restant au plus près de ce qui se dit dans la langue d'origine pour le mettre dans une autre langue, mais ça consistait à trouver un équivalent dans la langue d'arrivée de ce que est dit dans la langue de départ. Donc c'était pas être au plus près de ce qui est dit, mais trouver un équivalent, pas tellement de ce qui est dit d'ailleurs que de ce qui est pensé. Et comme Boès interprétait Aristote de façon d'ailleurs tout à fait possible, parce que c'est dans Aristote, d'une façon que je vais préciser dans un instant, eh bien c'est cette interprétation d'Aristote qui lui a fait
pensé que ousia, c'était en somme substantia. Et ce à partir de quoi se construit l'interprétation de Boès, c'est que on ne trouve pas chez Aristote de définition du genre ousia, c'est ça et ça. Mais on trouve souvent des définitions négatives du genre ousia, c'est cela qui n'est pas dit d'un sujet ou qui n'est pas dans un sujet. Donc, et ça c'est répété, ça se comprend d'ailleurs, puisque ce n'est pas dit d'un sujet, puisqu'il faut en dire plus, et ce n'est pas dans un sujet non plus. Et ce n'est pas dans, en tout cas, ce n'est pas dit dans matière, puisque et ce n'est pas dans la matière non plus. Mais on ne pourrait pas dire non plus que c'est dans la forme. Donc, à cause de cette précision d'Aristote, du moins c'est ce que disent les gens qui ont étudié la chose, eh bien Boès, ayant compris que, ayant pris très au sérieux l'expression que ousia, c'est cela qui n'est pas dit d'un sujet, a cherché un équivalent dans le registre de latin de la sous-jacence, de la substantiation. Bien que l'idée que ousia soit un substrat soit une idée récusée par Aristote lui-même. On peut trouver des passages où Aristote, dans la métaphysique en particulier, s'oppose à cette conception. Mais encore une fois, parce que traduire à l'époque, ce n'était pas être au plus près de la langue, mais trouver des équivalents d'une pensée, d'une langue dans une autre, eh bien, ayant interprété d'une façon qui est tout à fait possible, parce que les textes existent, Aristote d'une certaine façon, Boès traduit par substantia. Et comme ceci, c'est la traduction officielle, à partir de cette époque-là, ousia est traduit par substantia. Et comme substantia, c'est ce qui se tient en dessous, c'est manifestement le substrat, et il est très facile d'imaginer comment, du coup, la forme a pu disparaître. Mais il faut voir aussi que, donc, l'ousia, elle se retrouve ainsi rabattue sur la matière, et d'une certaine façon, la matière, au sens d'Aristote, ornée des plumes du pan de l'ousia. Puisque il faut bien, tout ce qui était contenu dans l'ousia doit être récupéré d'une certaine façon. Alors, cette identification de ousia à substantia, donc substance ensuite dans les langues, en français, est encore renforcée au fur et à mesure que, parallèlement d'ailleurs, et en même temps, par le fait que il y a de plus en plus une identification de substantia à corps. Cicéron, par exemple, distingue deux types de choses. Celles qui ont de la substantia, autrement dit qui ont du corps, comme on dit aujourd'hui, et celles qui n'en ont pas. Alors, ont du corps ou de la substance, celles que l'on peut voir et toucher, comme, dit-il, fond de terre, murs d'enceinte, réservoirs d'eau, esclaves, bétail, mobilier, provisions, etc. Et je dis que ne sont pas vraiment des corps ni de la substance, celles qu'on ne peut voir et toucher, comme usucaptation, tutelle, etc. Enfin, évidemment, c'est un juriste. Toutes choses qui n'ont aucun corps, c'est-à-dire aucune substance, mais dont on n'a simplement qu'une représentation. Donc, la combinaison de ces deux tendances fait que finalement, substantiel et matériel, recouverts par le corps ou surperposant l'idée de corps, sont devenus équivalents et sont même devenus, via le corps justement, c'est-à-dire ce qu'on voit, le mur d'enceinte, l'esclave, etc., le réel. Donc, se met en place, donc au début, à la fin avant l'ère chrétienne et au début de l'ère chrétienne, une identification réelle, substantielle, matérielle. Alors encore une fois que ce qui était substantiel
mais alors, évidemment, tous les mots sont piégés. Chez Aristote, c'était la forme. Alors, ceci induit un autre contresens. Parce qu'à partir du moment où l'ousia, c'est-à-dire l'être d'une certaine façon, qui est une combinaison d'être en puissance et d'être en acte, d'accord, mais à partir du moment où l'ousia est rabattu sur la matière, par la traduction d'ousia en substance, eh bien on peut traduire Démocrite autrement. D'autant que Démocrite, comme je vous l'ai dit, on ne le connaît principalement que par la manière dont Aristote en parle. Et faire de la théorie atomique, qui initialement avait été inventée, si je peux dire, pour opposer des arguments logiques à l'argument logique de Parménide. Donc les atomes étaient des concepts, ce n'étaient pas des êtres. Et bien justement, ayant rabattu Ousia sur matière, il est très facile, dans l'exposé de la théorie atomiste de Démocrite ou de Lucrèce, de dire que c'est une théorie substantielle, qu'il y a quelque chose qui se déplace en restant identique à lui-même, quelque chose qui se soutient, qui reste identique à lui-même, jouant encore sur une autre possibilité de transcription de substantia. Donc, c'est en particulier visible dans, dans l'expression substance matérielle, qui est un peu bizarre du point de vue d'Aristote, et qui est pourtant tout à fait utilisée par Avicenne, et c'est tout à fait naturel à partir du moment où justement on distingue, comme le faisait Cicéron tout à l'heure, les êtres qui ont du corps, qui ont de la substance, donc qui sont matériels, et de ceux qui sont des substances éthérées, c'est-à-dire, justement, là intervient la religion, Dieu, parce que Dieu ne peut pas être une substance, Dieu ne peut pas dépendre, ne peut pas être un sujet. Il est nécessaire de trouver un autre terme que substance pour désigner Dieu. D'où l'introduction, enfin c'est très schématique ce que je vous dis, de essence. Et Saint Augustin, qui représente la part de rationalité de l'Église catholique à ses débuts, dit: il n'est pas permis de dire que Dieu se tienne sous sa bonté, subsite, se tienne, et que cette bonté ne soit pas sa substance, ou plutôt son essence. Donc, à partir du moment où, justement, pour définir les substances qui n'ont pas de corps, on a un mot qui est essence, et que, d'un autre côté, substance a été rabattue sur matière, eh bien, les choses sont claires, et elles le sont que trop. Elles vont le rester jusqu'à nos jours, d'une certaine façon. Bien. Alors, ce genre de déformation via les traductions, en fait, il y en a eu des tonnes dans toute cette période. On ne peut pas imaginer que quand Galilée parle d'Aristote, de l'Aristote qu'on lui a enseigné, ou quand on parle de l'Aristote de la scolastique, ce soit Aristote tel qu'en lui-même, si je peux dire. Je vais simplement, bon, c'est une histoire énorme, imaginez, ça couvre quand même des dizaines de siècles, enfin 2 dizaines de siècles. Je vais en donner un autre exemple de déformation qui cette fois-là se produit lors de la traduction non pas du grec au latin, mais du grec à l'arabe. Parce que vous le savez, les textes grecs ont été abondamment traduits à Tolède vers le... je l'espère ne pas dire de bêtises, 7e, 8e siècle, je ne sais pas très bien, bon, il faudrait que je vérifie. En tout cas, ils ont été traduits en arabe et ils ont été abondamment commentés, au point même d'ailleurs que, par exemple, s'agissant d'Averroès, les commentaires que fait Averroès d'Aristote ont, pendant des siècles, passé pour être Aristote lui-même. C'est-à-dire qu'on avait les commentaires d'Aristote, mais on n'avait pas
le texte original d'Aristote. Lui, Averroès, il avait eu le texte original et la traduction. Et ensuite, c'est surtout ces commentaires qui ont été eux-mêmes abondamment commentés. Et pendant plusieurs siècles, d'ailleurs, Aristote n'a été que l'Aristote qu'avait vu Averroès, y compris au-delà de la condamnation d'Averroès par l'évêque de Paris, comment il s'appelait déjà ? Tempier, qui a condamné par 2 fois la doctrine d'Aristote en 1270 et en 1277. Ça n'a pas empêché que ça continue quand même si un coup de frein a été mis au développement de l'aristotélisme d'Averroès pour un retour à un aristotélisme plus catholique, c'est le cas de le dire. Eh bien, autre exemple de déformation, qui est encore une fois due à la manière dont on concevait la traduction. C'est-à-dire comme une recherche d'équivalent d'une pensée et pas comme un souci de langue. Aristote dit donc que la substance est un composé binaire, nature et forme. Eh bien, chez Averroès, explicitement, il est dit que la substance est un composé ternaire de matière, forme, que d'ailleurs il identifie à patient et agent, c'est-à-dire passif et actif, de nouveau la comparaison, la métaphore masculin-féminin, donc matière, forme et produit, le produit final en somme. Donc, c'est très facile d'imaginer que l'on puisse en venir là, d'autant que ça présentait d'autres avantages que d'ailleurs je ne connais pas, mais qui existaient certainement. Donc, c'est comme ça que un aristotélisme totalement métissé s'est perpétué jusqu'à la Renaissance. Bon, mais vous sentez bien que là, je fais un bond énorme sur des siècles et des siècles, mais malheureusement, l'érudition occidentale n'en est encore que à découvrir et à analyser, et c'est très compliqué, ce qui s'est passé pendant cette période. Bien. Alors j'en viens maintenant à Galilée. Eh bien, pour sortir de cette identification, encore une fois, je pense qu'on n'en est pas totalement sorti de substance à matière ou de matière à substance, il a fallu des siècles. Et des siècles avant qu'on s'aperçoit, comme le dit Sommerfeld. Alors Sommerfeld, je fais des bonds, c'est quelqu'un qui était professeur de physique, qui a eu son importance dans l'élaboration de la théorie quantique en Allemagne au début du XXe siècle. Donc Sommerfeld explique que la matière toute seule n'explique pas le monde, qu'il lui faut ajouter quelque chose pour pouvoir expliquer le monde à l'aide de la matière. La matière toute seule n'explique rien. C'est exactement ce que disait Aristote d'une certaine façon. Simplement, ce que Aristote ajoutait, c'était la forme, et ce que Sommerfeld, en 1920, ajoute, c'est la force, qui d'ailleurs a été introduite bien avant 1920, puisque ça a été introduit par Newton. Mais d'Aristote à Sommerfeld, en somme, eh bien, la physique a fait comme si on pouvait mettre la forme sous le boisseau, la forme au sens aristotélicien du terme. Elle l'a progressivement remplacée par quelque chose qui s'est d'abord appelé la force, puis le champ. C'est ce que j'expliquerai la fois prochaine. Parce que ce n'est que finalement très tard qu'on a vraiment pris conscience, comme d'une chose incontournable, qu'on ne peut rien expliquer avec la matière toute seule. Or, mais le fait de rabattre la substance qui devait expliquer le monde sur la matière fait que on perd complètement l'idée d'explication qu'avait en tête Aristote. Bon. Alors, donc j'en viens à Galilée, qui est celui qui a commencé, alors entouré d'autres personnes, ses étudiants bien sûr, et puis tous les gens de son milieu, qui était un milieu très, très influent,
ce qui ne l'a pas empêché, comme vous savez, d'avoir mal à partir avec l'Inquisition. Mais Galilée, donc, comme le dit Hermann Weyl, a dû se débarrasser de la métaphysique de la forme et de la substance pour pouvoir, en somme, faire débuter la physique moderne, puisque à partir de lui, à cause du principe de relativité, dont je ne parlerai pas aujourd'hui, bien que, enfin, sauf par allusion à un certain moment, eh bien, commence la physique telle que nous l'entendons à l'heure actuelle. J'ai pris sur moi, malgré certainement le courroux que ça pourrait provoquer dans certains lieux, de dire qu'Aristote était un physicien. Ça dépend de ce qu'on met sous le terme physicien. Bon, en tout cas, la physique telle que nous la connaissons, elle commence avec Galilée, ça, je n'en démordrai pas. Mais je me suis permis quand même d'appeler Aristote physicien, simplement c'est une autre physique. Alors, je ne crois pas que la formulation d'Hermann Weyl, alors Hermann Weyl, c'est un mathématicien, physicien, philosophe, d'une importance pour des gens comme moi énorme, qui a vécu... Il a failli découvrir la relativité générale 8 jours avant Einstein. Donc ça le situe son époque. Et il a beaucoup réfléchi, c'était un de ces produits de la culture des universités allemandes comme on n'en fait plus. Il a beaucoup réfléchi justement sur ce que je voudrais tenter de faire, c'est-à-dire d'essayer de raconter la physique autrement que ça est fait dans l'enseignement secondaire et supérieur depuis maintenant presque 2 siècles. Alors, je ne crois pas que la formulation de Hermann Weyl soit la bonne. C'est-à-dire, je ne crois pas qu'il ait fallu que Galilée se débarrasse de la métaphysique de la forme et de la substance. En fait, je pense, et j'annonce ma conclusion, que ce dont il s'est débarrassé, c'est de la distinction entre existence en puissance et existence en acte. Alors, voici comment je compte vous convaincre de ça. Il est évident que Galilée, comme beaucoup de gens dans son entourage, s'est élevé contre la conception aristotélicienne du mouvement. Ça, c'est sûr. Le mouvement, ce n'est plus la réalisation, enfin le passage de l'être en puissance à l'être en acte, comme c'est chez Aristote. Pour Galilée, le mouvement, c'est quelque chose qui n'est pas dans l'être, dans la matière, puisque c'est devenu la même chose, et c'est donc extérieur à la substance, et ça lui est imposé par une force, etc. Tout ça, c'est traduit dans des termes modernes, hein, on ne trouve pas les choses comme ça dans Galilée. Mais en tout cas, la conception du mouvement comme quelque chose qui est extérieur à la matière, à la substance, donc comme le concevaient d'une certaine façon les atomistes, eh bien, c'est sûr que ça, c'est le fondement de la révolution galiléenne. Mais donc le mouvement, ce n'est pas un changement de la substance qui passerait d'être en puissance à être en acte. Et dans la mesure où le mouvement est extérieur à la substance identifiée à la matière, il est d'abord nécessaire pour Galilée de préciser quels sont les attributs de la matière. Car qu'est-ce que c'est que les attributs de la matière? C'est sa forme, sa couleur, sa saveur, son odeur, sa constitution. Bon, alors, c'est le premier travail que fait Galilée dans un de ses premiers textes, qui est l'Essayeur, qui est paru en 1612 ou quelque chose comme ça. Et il fait une distinction que plus tard, je crois que c'est Locke, appellera une distinction entre qualité première et qualité seconde. Donc, il dit: je dis que je me sens nécessairement amené, sitôt que je conçois une matière ou substance corporelle, on ne peut pas être plus exact, dire les choses plus simplement, à la concevoir tout à la fois comme limitée et douée de telle ou telle figure, grande ou petite, par rapport à d'autres, occupant tel ou tel lieu, à tel moment, en mouvement ou immobile.
Donc c'est la figure, le lieu, enfin la position et le mouvement. En contact ou non avec un autre corps simple ou composé, et par aucun effort d'imagination, je ne puis la séparer de ces conditions. Donc, il ne peut pas séparer une matière ou substance corporelle de sa position, son état de mouvement, pour parler moderne, sa figure, sa taille, etc., et les contacts éventuels. Mais qu'elles doivent être blanches ou rouges, amères ou douces, sonores ou sourdes, d'odeur agréable ou désagréable, je ne vois rien qui contraigne mon esprit à l'appréhender nécessairement accompagné de ces conditions. À appréhender la matière nécessairement accompagnée de ces conditions. Et peut-être n'était le secours des sens, le raisonnement ni l'imagination ne les découvriraient jamais. Je pense donc que ces saveurs, odeurs, couleurs, etc., eu égard au sujet dans lequel elles nous paraissent résider, ne sont que de purs noms, et non leur siège que dans le corps sensitif, dans l'observateur, dira-t-on plus tard. De sorte qu'une fois le vivant supprimé, autrement on dit quand on supprime l'animal, eh bien toutes ces qualités sont détruites et annihilées. Mais comme nous leur avons donné des noms particuliers et différents de ceux des qualités réelles et premières, nous voudrions croire qu'elles en sont vraiment et réellement distinctes. Donc il établit une distinction très nette entre ce que donc plus tard on appellera qualité première et qualité seconde. Alors comme par hasard, je veux dire c'est pas comme par hasard, mais justement ces qualités premières, figure, mouvement, corps, taille, etc., ce sont des qualités quantifiables. On peut dire, on peut mesurer ces quantités, c'est donc mathématisable. Vous voyez où je vais en venir. D'autre part, ce sont celles qui ne changent pas, qui sont indépendantes de l'observateur, encore pour utiliser un vocabulaire anachronique. De là à penser que ce sont les seuls attributs de la matière, il n'y a qu'un pas. Les seuls attributs de la matière en tant que telle, il n'y a qu'un pas qu'il franchit. Autrement dit, la substance matière a gagné son autonomie. Il n'y a plus question de forme. Car figure, ce n'est pas eidos, c'est la figure, c'est la silhouette. Et Galilée, donc, ne s'est pas du tout élevé contre la forme substantielle. De toute façon, il identifiait substance et matière. Ce contre quoi il s'est élevé, c'est l'idée que par le mouvement, il puisse y avoir un certain passage de l'être en puissance à l'être en acte. Mais il ne s'est pas du tout élevé contre l'idée de forme. L'idée de forme, il y avait déjà longtemps que on lui avait réglé son compte dans la tradition qui va des Grecs au latin, aux Arabes et au Moyen-Âge européen. Alors, est-ce que pour autant Galilée est un atomiste ? C'est vrai que la matière-substance qu'il envisage ne change pas. C'est justement ces qualités-là, ces qualités premières qui ne changent pas. Elle est donc inaltérable. Et donc à première vue, on pourrait dire que oui, Galilée est un atomiste. D'ailleurs, si elle est inaltérable, la matière, c'est aussi ce qui la rend mathématisable. Galilée dit explicitement dans le discours concernant deux sciences nouvelles, qui est donc le dernier des deux grands textes publiés par Galilée après qu'il ait été assigné à résidence, il dit « Et puisque je suppose la matière inaltérable, c'est-à-dire toujours la même, il est clair qu'ainsi interprétée comme une affection éternelle et nécessaire, on pourra donner à son propos des démonstrations mathématiques. » C'est absolument corrélatif de la mathématisation du mouvement et de la physique. Donc, en cela, il se rapproche des atomistes, et d'ailleurs Lucrèce lui-même avait bien dit que ne va pas croire que les atomes ont telle couleur, telle odeur, telle saveur, etc. Ce n'est que l'arrangement de ces atomes qui leur donne au corps macroscopique, en somme, une odeur, une couleur, etc. Donc, en fait, il est tout à fait dans la lignée des atomistes en ce sens. D'ailleurs, Lucrèce, dans le milieu dans lequel évoluait Galilée, c'est-à-dire un milieu de savants, de gens qui étaient très en place auprès de l'Église. Malheureusement, son relais l'a lâché, mais c'était des gens déjà un peu de la jet society universitaire. Il voyageait de Rome à Padoue, à Venise, etc. C'était quelqu'un qui était tout à fait en place, si on peut dire.
Donc, première réponse à Galilée est-il anatomiste? Oui, dans la mesure où il reprend ce qui était très en vogue à l'époque, Lucrèce, qu'on lisait, c'était pas forcément admis, mais l'Église ne pouvait pas tout vérifier. Et donc, en ce sens, on peut dire que sa théorie de la matière est une théorie substantialiste, puisqu'aussi bien atomiste et substantialiste sont devenus synonymes à un certain moment entre Aristote et nous, enfin et lui. Non, par ailleurs, il est clair aussi qu'il est anti-aristotélicien, non seulement sur la question du mouvement et de l'être en puissance et de l'être en acte, mais aussi parce qu'il renverse totalement la hiérarchie des qualités qui avait été établie par Aristote. Parce qu'Aristote, lui aussi, dans le De Anima, établissait plusieurs sensations, c'est-à-dire qualités sensorialisées, la sensation des sensibles propres, c'est-à-dire saveur, odeur, couleur, est toujours vraie. Ensuite vient, dans l'ordre de vérité, donc, la perception des sensibles accidentels, on a peint du blanc sur quelque chose, puis, en dernier lieu, la perception de la grandeur, du mouvement, etc. Et c'est à leur sujet que la sensation court le plus grand risque. Vous le voyez, Galilée, lui, renverse totalement cet ordre de sûreté. Pour ce qui est sûr, d'ailleurs, et qui est mathématisable, ce qui est quand même le comble de la sûreté dans la civilisation européenne, et grecque d'ailleurs aussi, eh bien c'est la forme, le mouvement, qu'il a rendu mathématisable, etc. Et pas, justement, les qualités de couleur, odeur, saveur, qui, elles, sont totalement dépendent entièrement de celui qui les ressent. Et alors, ça a l'air de rien, mais il est probable que ceci a joué un grand rôle dans la condamnation de Galilée. Parce que, alors, il faut faire un peu d'histoire des idées. Une grande question avait agité l'Église, l'Église catholique, il ne faut pas croire que c'était une bande d'obscurantistes dont il n'y avait rien à espérer. Au contraire, l'Église catholique n'a cessé de chercher à tenir ensemble la rationalité et le dogme. Alors, c'était pas toujours facile, en particulier à propos de l'Eucharistie. C'est-à-dire que quand le prêtre montre une hostie qu'il a trempée dans du vin, qui est du pain qu'il a trempé dans du vin, en disant buvez et mangez, ceci est mon corps, ceci est mon sang, paroles qui sont placées dans la bouche du Christ, eh bien, il faut vraiment faire beaucoup d'efforts pour essayer de raccorder ça avec le bon sens. Comme dit Rousseau à Madame de Beaumont, qui de façon plaisante, vous allez me faire croire que le Christ, quand il a pris le pain et le vin lors de la dernière scène, a tenu au bout de ses doigts tout son corps, vous me faites rire. Bon, en effet, il y a de quoi rire. Donc, l'Église, il y a toute une querelle à propos de l'Eucharistie, et comme vous savez probablement, la solution trouvée, je crois par saint Thomas, était qu'il y avait transsubstantiation. C'est-à-dire que les espèces, qui sont donc les qualités sensorielles du pain et du vin, restaient telles quelles, mais que la substance, qui est donc une espèce de substrat, etc., elle changeait depuis la substance du pain et du vin jusqu'à la substance du Christ. Donc, on avait bien du pain et du vin, ça avait le goût de pain et de vin, et ça n'était pas le sang et le corps du Christ, mais la substance était le sang du Christ. C'est ce qu'on appelait la transsubstantiation. Mais la transsubstantiation, c'est quelque chose qui ne tient pas à partir du moment où substance et matière étant rapportées l'une à l'autre, on considère la matière comme constituée de particules indivisibles, d'atomes. Et ça ne tient surtout pas quand on pense que certaines des qualités sensibles, comme odeur, etc., sont uniquement du côté de celui qui les ressent, que ce n'est pas une qualité inhérente aux objets. Donc à ce moment-là, on n'arrive plus du tout à croire à la transsubstantiation à partir du moment où la substance qui reste pain, vin, etc., et quand même une autre substance, etc. Donc, ce renversement, cette
question de odeur, couleur, saveur est une question qui, à l'époque de Galilée, est très importante, d'autant que les protestants, eux, justement, ont remplacé la transsubstantiation par la co-substantiation, ce qui est déjà un peu plus facile à avaler par la raison, mais n'est pas acceptable par l'Église catholique. Et donc, Pietro Rodondi, qui est un historien italien, a ressorti depuis des archives du Vatican une lettre envoyée tout de suite après la publication de l'Essayeur par un délateur anonyme à un haut dirigeant de l'Église catholique pour expliquer que là, dans ce passage que je viens de vous lire, ainsi que dans celui qui est très drôle, dans lequel qui suit immédiatement, dans lequel Galilée dit si avec une plume je chatouille une statue ou un corps humain, je chatouille avec une plume. Bon, eh bien il y en a dans le corps humain, ça provoque une sensation de chatouillement. Mais vais-je dire pour autant que la plume a une vertu chatouillante? Certainement pas, puisque sur la statue, ça ne lui fait rien. Donc, alors, il reprend cet argument de la statue, de la plume et du chatouillement, et il dit, attention, il y a là la base d'une hérésie. Et cette hérésie, il l'avait tout à fait bien notée. Et la thèse de Pietro Rodondi, et elle vaut ce qu'elle vaut, c'est que Galilée n'a pas été tellement condamné pour dire que la Terre tournait autour du Soleil, que pour avoir dit que, justement, la matière était faite de parties indivisibles. Alors, parlant de parties indivisibles, j'en viens à mon troisième point à propos de la question de savoir si Galilée était un atomiste, et qui est la question du vide. Car, je l'ai dit la dernière fois, les atomistes de l'Antiquité, pour eux, les atomes étaient absolument indissociables du point de vue logique du vide. Sinon, il n'y aurait pas de mouvement possible. Mais Galilée, lui, adopte une position intermédiaire sur le vide. C'est-à-dire que il adopte... il ne dit pas qu'il y a un vide, alors aussi pour une raison qui se comprend bien, c'est que j'avais dit la dernière fois que vide, c'était aussi synonyme d'infini. Or, le monde n'est pas infini pour Galilée, c'est même une des grandes raisons pour lesquelles il n'a pas inventé le principe d'inertie, qu'il a fallu attendre Newton. Donc, le vide, en fait, pour lui, il n'y a pas de vide au sens presque métaphysique du terme qui serait infini, il n'y a pas un vide général. Il y a une infinité de vides indivisibles. Et cette infinité de vides indivisibles qui est entre les parties de matière indivisibles, autrement dit les atomes, et ça c'est très important, et ce qui colle entre ces parties de matière indivisibles. Autrement dit, Galilée introduit le vide, non pas comme une nécessité logique, mais comme quelque chose qui est destiné à expliquer, à résoudre un problème très important à l'époque, qui est celui de la cohésion des corps, autrement dit de la résistance des matériaux. Et d'ailleurs, le discours concernant Deux Sciences Nouvelles, qui est son testament, il est mort quelques années après l'avoir fait publier en secret, enfin en passant à travers les frontières, l'avoir fait publier à Amsterdam. Ce discours commence par une très belle phrase dans laquelle il évoque l'arsenal de Venise. Il dit « Quel large champ de réflexion me paraît ouvrir aux esprits spéculatifs la fréquentation assidue de votre fameux arsenal. » Il est en présence de seigneurs vénitiens, toujours les mêmes, Salviati qui le représente, Sagredo, l'honnête homme, et Simplicio, l'aristotélicien de service. Seigneur vénitien et particulièrement le quartier des travaux mécaniques. Alors, à partir de là, il raconte, Salviati dit, c'est Salviati qui dit ça, donc Galilée, et il raconte que ils ont interrogé un technicien de l'arsenal, je sais pas, un ingénieur, je sais pas comment l'appeler, qui leur a expliqué que il ne fallait pas construire des bateaux trop gros parce qu'ils risquaient de s'écrouler sous leur propre poids. Autrement dit que or ça c'est pas quelque chose qui tombe sous le sens immédiatement, que un géant que les géants ne puissent pas exister par exemple.
Et donc, quand il dit discours concernant deux sciences nouvelles, eh bien ces deux sciences nouvelles, c'est la résistance des matériaux, qui est donc un problème technique très important, en particulier pour la seigneurie de Venise, mais pas que pour elle. Et la deuxième science, c'est la science du mouvement. Mais le mouvement et la résistance des matériaux sont tout aussi importants pour Galilée. D'ailleurs, les deux sont liés à la matière, la résistance de la matière et la deuxième, la science du mouvement, le mouvement et matière étant liés. Oui, je termine. Donc, Galilée s'intéresse énormément à la science des matériaux. Alors, juste une incise rapide, j'ai pas le temps d'en dire plus, mais ce n'est pas qu'un problème technique, la résistance des matériaux, car les matériaux, c'est quand même le domaine dans lequel les alchimistes se sont illustrés. Alors, loin de moi l'idée New Age de faire venir la science moderne de l'alchimie. Je sais bien que Newton était un alchimiste et que ça pose des problèmes, mais ce n'est pas pour autant qu'il faille imaginer que la science moderne est sortie de la sorcellerie. En plus, il faut distinguer deux types d'alchimie, une alchimie totalement pratique sans théorie, et puis à partir du moment où les textes des alchimistes arabes ont été traduits en latin, vers le XIIe siècle, une alchimie théorique. Et c'est de celle-là d'ailleurs que sur laquelle Newton s'appuie. Et une des choses importantes dans cette alchimie théorique, c'est l'idée de force occulte. Alors, maintenant, reprenons les choses. J'ai dit que le vide, qui était donc pas un grand vide, mais des petits vides en nombre infini. Il y a tout un problème sur l'infini, l'indéfini, etc. Bon, je passe. Ces petits vides en nombre infini qui sont là, d'après, c'est le dernier mot de Galilée, pour tenir ensemble les atomes dans les matériaux. Et Galilée lui-même dit que là, il y a quelque chose qu'il ne comprend pas, qu'il est au regret d'avoir à introduire une force occulte. Alors ça, je trouve ça admirable. Et je me demande même si c'est pas ce qui fait la différence entre un scientifique et un charlatan. Alors on a souvent dit que justement entre les scientifiques et les charlatans, la grande différence c'était entre l'astronomie et l'astrologie, c'est qu'il y en a un qui est un système qui ne cesse de se perfectionner, l'astronomie, alors que l'astrologie c'est fermé, tout est dit et puis on n'en sort pas. Mais c'est un peu une admiration du même genre que j'ai devant ce que dit Galilée. C'est-à-dire que il poursuit l'accomplissement de la raison aussi loin qu'il peut, y compris dans la mathématisation, bon, etc. Et à un moment, il bute sur quelque chose et il n'hésite pas, il n'a pas peur à faire intervenir quelque chose qui est complètement hétérogène à sa physique. Parce que alors Newton a fait la même chose, hein, donc c'est aussi mais c'est pas tout à fait pareil parce que Newton, s'il y a le Newton nocturne alchimiste et le Newton diurne physicien, lui il publie un truc dans lequel il dit voilà où me mène la raison, mais alors maintenant je suis obligé de dire que il y a quelque chose en plus, une force occulte qui fait que ce vide fonctionne comme une colle. Il a éliminé l'argument de la colle depuis très longtemps, de la colle matérielle, mais le vide fonctionne comme colle, c'est-à-dire attire entre elles les particules matérielles. Et il écrit lui-même que donc il est obligé de faire appel à quelque chose dont il pense sûrement qu'à un autre moment quelqu'un résoudra le problème. Mais il n'hésite pas à dire quand il ne comprend pas et quand il ne sait pas. Alors, ce quelque chose qui est une force d'attraction, etc., c'est une force justement. Et c'est justement comme le retour du refoulé, la forme d'Aristote qui revient là. Et c'est l'unique moment chez Galilée où elles reviennent. Ensuite, le retour de la forme sous la forme de la force, sous les espèces de la force, sera massif jusqu'à Einstein. Mais on voit déjà là apparaître que
En somme, on ne peut pas expliquer tout rien qu'avec de la matière et du vide. Il faut quelque chose en plus qu'il ne peut pas, qui est tellement impensable pour lui qu'il le qualifie de force occulte. C'est-à-dire, en somme, d'irrationnel. Première question. Oui. Excusez-moi, juste une petite précision au sujet de notre observation sur la transsubstantialité et la transsubstantiation et la consubstantiation chez les protestants. Effectivement, Luther et les luthériens ont adopté la consubstantiation, mais Calvin est allé simplement encore plus loin, puisqu'il dit il n'y a ni l'une ni l'autre, oui. Bien que ça soit l'Eucharistie, ça soit un sacrement, pour les calvinistes, vous faites ceci en mémoire de moi. Le Christ s'est donné une fois pour toutes sur la croix. Oui, et voilà. Je savais toutes ces choses-là, bien que je n'ai aucune compétence en théologie, mais j'ai pas voulu alourdir encore l'exposé. Comment Galilée pouvait-il expliquer que le vide, ou un certain vide, pouvait lier les parties d'un corps, et que le même vide n'allait pas agglutiner tous les corps entre eux? Parce que justement, il fait la différence entre une infinité de vides indivisibles, nous sommes des atomes de vide, et le vide étendu, qui lui, je ne sais pas comment il l'expliquait, mais en tout cas n'a pas la possibilité de coller quoi que ce soit. Je pense que simplement parce qu'il observe que le vide ne colle rien. Mais justement, ces vides indivisibles, ils lui sont nécessaires. Ces vides infiniment petits, indivisibles et en nombre indéfini, lui sont nécessaires, c'est le truc qu'il a trouvé pour comprendre la cohésion des corps. Autrement dit, pour combler ce trou qu'est laissé, que la forme eidos aristotélicienne occupée d'une certaine façon, parce que la cohésion des matériaux, c'est une question qui relève de la forme chez Aristote. C'est ça qui imprime, si on prend forme au sens de principe d'organisation, ça relève de la forme aristotélicienne. D'autres questions? Oui, est-ce qu'il y avait des scientifiques chez les cathares? Je ne sais pas si vous connaissez les cathares, non? Très peu, comme tout le monde, pas plus que tout le monde. Non, je ne sais rien sur la science chez les cathares, mais si vous le savez, je ne demande pas mieux que d'en entendre parler. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors. Merci. Vous avez juste fait une allusion au fait que Sommerfeld aurait découvert la théorie de la... non. Il a contribué à l'élaboration de la mécanique quantique. Donc à une semaine près, il l'aurait découvert... Ah, la relativité générale. Non, c'est pas Sommerfeld, c'est Hermann Weyl. Oui, c'est une histoire très bizarre, et d'ailleurs qui a assombri leur relation, en principe, mon cher collègue. Enfin, pour dire les choses rapidement, Einstein butait sur une difficulté qu'il croyait mathématique, mais qui en fait était une difficulté de conception physique. Donc. Et Hermann Weyl, qui était un mathématicien, lui, a résolu la question, la difficulté mathématique, mais sans pour autant résoudre la difficulté qu'il d'ailleurs probablement n'avait pas comprise, où était le point d'Einstein du point de vue de la physique. Donc il a trouvé les équations de la relativité générale 8 jours avant Einstein. Mais parce que, évidemment, il était mathématicien, donc ça lui donnait un grand avantage. C'était pas du tout qu'ils étaient en concurrence. De toute façon, l'élaboration de la relativité générale, ça a duré 5 ans, 7 ans, je sais pas combien d'années. C'est dans la période finale où de semaine en semaine, Einstein, ayant résolu, enfin compris pourquoi il s'était posé une mauvaise question d'un point de vue physique, à bride abattue, faisait la théorie mathématique de la relativité générale et la présentait
tous les mercredis à l'Académie des sciences, à laquelle siégeait Hermann Weyl, eh bien, au sprint final, Hermann Weyl a été plus vite qu'Einstein. Mais ça a donc un peu assombri leur relation, mais Hermann Weyl n'a jamais pensé qu'il était l'inventeur de la relativité générale. Il a simplement été plus vite, une fois le terrain déblayé pour poser correctement le problème, dans la réalisation mathématique de la théorie. Madame, vous avez fait allusion à l'efficacité à l'approche des universités allemandes qui réussissaient à produire apparemment de grands scientifiques. Est-ce que j'aurais bien aimé avoir un mot sur cette approche? Qu'est-ce qu'elles avaient de... C'est tout un monde. Il y avait... Bon, mais c'était une éducation d'élite. Hein. C'est un modèle qu'on ne peut pas transporter au XXe siècle. Il y avait dans chaque université, je sais pas, il y avait 20 étudiants dans chaque discipline, dans les grandes universités. Et alors c'était très très exigeant, à la fois par le programme qui était très vaste, qui comprenait nécessairement, en tout cas pour les mathématiques et la physique, un cursus de philosophie très très développé, quasiment le même que pour les gens qui étaient des spécialistes de la philosophie dans ces universités, et surtout un mode de travail que les Américains ont d'une certaine façon essayé de récupérer, qui est celui des séminaires. C'est-à-dire que ces 20 étudiants, ils se réunissaient autour d'une table dans la bibliothèque avec tous les livres autour et ils potassaient une question par eux-mêmes, guidés par leurs maîtres. Alors évidemment, travailler dans ces conditions, ça a un rendement maximum parce que c'est découvrir quasiment par soi-même, mais guider pour ne pas aller trop dans des voies de traverse, ce qu'il faut apprendre. Donc c'est totalement impensable de reproduire ça. Alors quand je dis que les Américains l'ont un peu reproduit, c'est par le système du tutoring où les enseignants sont à la disposition des étudiants pour venir discuter dans la bibliothèque en général ou dans le bureau du prof qui est à côté de la bibliothèque des questions qu'ils ont à propos de son cours. C'est un système qu'on a malheureusement, sans succès, essayé d'introduire en France, qui n'a pas marché. Alors, résistance des étudiants, résistance des enseignants, je ne veux pas me prononcer là-dessus. De toute façon, ça n'a pas marché. Mais même aux États-Unis, on sait bien que l'enseignement n'est pas... Même s'ils ont repris ça du séminaire à l'allemande, ça ne donne pas les mêmes résultats, ne serait-ce que pour une question de nombre. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui. Pour rebondir sur cette question, est-ce que vous considérez que Élie Cartan a travaillé un peu seul et lorsqu'il a dit il faut ajouter au tenseur d'Einstein un terme supplémentaire qui est une constante multipliée par les GIJ pour obtenir le tenseur géométrique le plus général dont la divergence soit nulle, est-ce qu'il avait pris, si je puis dire, ses idées en lui-même, ou est-ce qu'il en avait discuté avec beaucoup de collègues? Je ne sais pas. Je ne saurais pas répondre sur ce point d'histoire des sciences. Effectivement, les gens travaillaient très seuls et il n'y avait pas beaucoup de gens qui comprenaient à l'époque la relativité générale, en particulier en France, parce qu'il faut voir quand ça se passait. C'était pendant la guerre de 14-18. Donc tout ce qui était allemand était à proscrire et d'ailleurs n'arrivait pas. Bien, s'il n'y a pas d'autre... Peut-être une dernière? Oui. Qu'en est-il du virtuel chez Aristote? Je crois qu'il l'opposait à actuel plutôt qu'à réel. Excusez-moi, je n'ai pas entendu le début. Qu'en est-il du virtuel chez Aristote? Oh là là, je ne peux pas vous répondre. C'est une vaste question. Mais bon, c'est des choses... Mais il y a un mathématicien français qui a écrit sur le virtuel des choses, à mon avis... qui n'ont pas été surpassées, qui s'appelle Gilles Châtelet,
Et il a publié au Seuil, dans la collection des travaux, un livre qui s'appelle quelque chose du mobile. L'enjeu du mobile. Qui est précisément sur cette question de virtualité, et il connaissait aussi assez bien, même pas mal du tout, les physiciens, mathématiciens, enfin, oui, les savants du XIVe siècle, parce que tout ça a été repris ensuite au XIVe siècle. Donc, je ne saurais pas faire mieux que de vous suggérer de lire ce livre, qui, à mon avis, est ce qu'il y a de mieux sur la question. Il doit sûrement être ici à la médiathèque. Donc c'est Gilles Châtelet, comme le Châtelet, les enjeux du mobile, au Seuil, collection travaux. Bien, je vois qu'il y en a beaucoup parmi vous qui s'en vont, c'est les problèmes de transport. Bon retour chez vous à tous, merci d'être présents ce soir avec nous, j'espère qu'on vous retrouvera pour la semaine prochaine et pour la suite du cycle.